Coucou la communauté des French Learners, des apprenants du français. Je continue la série Pause Café. Si vous voulez écouter cette belle conversation en podcast, allez sur mon site alicayel.com. Et si vous voulez acquérir le français de manière naturelle, rejoignez la communauté sur alicayel.com. alicayel.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Laïla. Bonjour Laïla. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Oui, tout à fait. Merci de m'avoir invitée à cette pause café ensemble. C'est très sympa de te revoir, d'avoir ce moment ensemble. Alors, je m'appelle donc Laïla. Je suis professeure de yoga. J'enseigne aussi d'autres choses comme les mouvements somatiques, le qigong et la méditation. Donc tout ça se mélange un petit peu dans mon enseignement. Et donc je suis aussi maman d'un petit garçon. Et voilà, je suis née en Allemagne. Oui. J'ai des origines allemandes et marocaines. Donc je suis un mélange de ces deux choses. Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à voyager dans beaucoup d'endroits. Et voilà, Donc, ça c'est moi. oui, merci Laïla. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et je t'ai connue, en fait, je t'ai rencontrée parce que je suis allée à un stage, pas un stage, une retraite de yoga en Italie. Pour la première fois, c'était la première fois que j'allais à une retraite de yoga avec ma sœur et ma maman. Et vraiment, nous avons passé une semaine formidable. Et en fait, grâce à toi, j'ai vraiment commencé à faire du yoga tous les jours. Et maintenant, je fais du yoga, même si c'est 10 minutes par jour le matin. Je ne peux pas m'en passer. C'est comme une drogue. Donc, merci Laïla. Merci, oui, je me rappelle. Je me rappelle, vous êtes partis de la retraite et vous étiez toutes les trois super motivées et vous aviez commencé un challenge ou quelque chose comme ça de faire un petit peu de yoga tous les jours et de vous envoyer les photos ou de vous... Oui. Je sais plus comment vous faisiez, mais j'étais impressionnée par votre détermination à rester avec ça. Et oui, c'est super de vraiment d'abord trouver un rythme et de pratiquer tous les jours un petit peu. Ça soutient beaucoup. Ça rejoint un peu, en fait, l'acquisition d'une langue. Quand on commence à apprendre une langue, c'est un peu la même chose. Il faut trouver un rythme. Il faut trouver pour pouvoir être en contact avec la langue chaque jour pour pouvoir s'améliorer. Absolument, oui, un rythme, c'est important. Oui. Et donc, quand j'étais à la retraite, j'étais impressionnée parce que quand tu donnais les instructions, quand tu parlais, parfois tu parlais en allemand parce qu'il y avait des élèves, enfin des personnes qui étaient d'origine allemande, ou parfois tu parlais en français, parfois tu parlais en anglais, enfin la plupart du temps tu parlais en anglais. C'était impressionnant de te voir switcher, de te voir changer de langue comme ça, sans problème. Alors, tu dis que tu es née en Allemagne, donc tu as ta langue maternelle, tu dirais, est l'allemand ou... Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Ma langue maternelle est l'allemand. Mais comme dans ma petite enfance, on a vécu dans des endroits, dans différents endroits, donc j'étais très tôt en fait exposée à entendre différentes langues et à apprendre différentes langues. Donc quelque part, je pense mon cerveau, il est vraiment très flexible avec à aller d'une langue à l'autre parce que
j'ai vraiment, dans mon enfance, entendu d'autres langues. J'ai Mm. entendu l'arabe, après le français, anglais, à un moment donné l'espagnol. Donc, Ah oui. c'est-à-dire, après, j'ai perdu toutes ces langues, je ne m'en rappelais plus. Mm. Quand on est enfant, on apprend très vite, mais on oublie aussi très vite. Et, mais oui, ma langue maternelle, c'est vraiment l'allemand. C'est celle que j'ai parlé continuellement pendant toute mon enfance. Mhm. Et, mais j'ai été exposée à d'autres langues Mais jeune. tu parles très très bien le français. On dirait que enfin moi, quand je t'entends comme ça, j'ai l'impression que tu es française, native. Oui, Donc, oui, oui. tu as été aussi beaucoup exposée au français. Ah oui, oui, oui. Mm. Alors, on a déménagé de l'Allemagne Mm. quand j'avais 14 ans. Donc, on est allé vivre en France. Mm. Euh, donc, à ce moment-là, mais ce qui est intéressant, c'est que à l'école en Allemagne, à l'époque, j'avais déjà des cours de français. Oui. Et j'étais terrible. J'avais des très mauvaises notes. J'aimais pas le français. Je voulais pas l'apprendre. J'avais vraiment un blocage avec le français. Ah. Et quand on est allé vivre en France, j'ai mis très longtemps. En fait, à 14 ans, c'est un âge un peu particulier. Mm. On est, on est, voilà, c'est l'adolescence. Donc, Oui. c'est pas facile pour acquérir une autre langue. Mm. J'ai, donc, à partir de là, j'ai 14 ans, j'ai vécu en France pendant très longtemps. Mm. Donc, je suis allée à l'école en France et tout ça. Donc, j'ai vraiment appris le français. J'ai dû l'apprendre, mais c'était pas facile au départ. Ah, d'accord. Donc, mais Ouais. pourquoi est-ce que tu n'aimais pas le français? Tu avais des a priori ou? Alors, j'arrivais pas. Je pense à l'époque, ce qui bloquait, c'était la prof que j'avais. Ah oui. J'avais des fois, on a une personne qu'on connecte pas avec, on n'a pas Oui. fait. Je crois que ça arrive souvent à l'école. Par exemple, quand j'étais en Allemagne, j'avais un prof de maths que j'adorais. Je l'adorais. Il était très sympathique, il rigolait, il faisait des blagues et du coup, j'aimais les maths. Et Mm. quand je suis allée vivre en France, les maths, là, j'avais une prof que je l'aimais pas trop. Les cours, c'était très scientifique, il n'y avait pas beaucoup de humains dedans. Donc, du Mm. coup, les maths, ça devenait un truc, j'avais pas envie de. Donc, des fois, c'est pas la matière, mais c'est vraiment la personne, le ressenti qu'on a. Mm. Donc, je crois qu'avec le français, c'est ce qui était arrivé. La Mm. prof, je, je, et je pense qu'une fois qu'on est par exemple, on commence et on n'a pas de facilité, et on peut très vite se dire, ah ben, j'y arrive pas, Mm. c'est pas pour moi. Et une fois qu'on a cette pensée-là, ça nous bloque encore plus. Oui. Donc j'avais ce blocage avec le français. Mais, mais peut-être c'était encore plus parce que quand on a vécu, alors pendant 6 mois, j'ai rien dit. J'ai rien dit pendant 6 mois, imagine. J'avais une phrase que je connaissais qui était je ne parle pas le français. Et je le disais avec un peu un accent allemand, je crois, à l'époque. Et, et là, je la disais partout pour me défendre. Surtout, ne me parlez pas parce que moi, je ne parle pas français. Donc, mais par contre, j'écoutais. J'entendais tout le Mm. temps, parce que tu vis en France, alors c'est partout, à la Mm. télévision, les gens. Et à un moment donné, il y a eu un déclic, c'était l'été, je passais tout le temps sur la plage à jouer le volley. Et j'étais entourée donc de français, de la langue, et des choses, des mots qui se répètent, répètent, répètent. Et il y a eu un déclic, c'est soudain, j'ai commencé, c'est-à-dire Mm. de zéro, de rien du tout.
pendant 6 mois à rien, à vraiment sentir je vais jamais y arriver, il y a eu un déclic et soudain, c'est comme si le français il est sorti de moi tout seul. Wow. Et c'était très étrange parce que je faisais encore des fautes de grammaire, fautes de comment De joindre syntaxe. voilà. Mais par contre, j'avais pas l'accent typiquement peut-être allemand. Donc les personnes hésitaient, mais elle est étrange. On dirait qu'elle parle français, mais en fait, elle parle pas vraiment, elle parle encore vraiment. Tu vois, c'est comme ça. Donc ça, c'était mon cheminement avec le français. D'accord, très intéressant parce qu'en fait, moi, comme tu m'avais dit que ton père était marocain, j'ai pensé que ton père peut-être te parlait français puisque au Maroc, on parle français, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai pas grandi avec mon père. Ah, d'accord. J'ai grandi avec ma mère. Oui. Donc, j'ai pas eu de contact du côté, oui, avec les parents. Mais par contre, on a vécu aussi un peu au Maroc. Donc là, en général, le français, il est partout très Oui. présent encore. Et aussi, on a vécu en Tunisie. Et en Tunisie, c'est pareil. Donc, la langue un peu officielle, c'était. Donc, je pense que j'ai entendu le français beaucoup, comme ça. Et aussi, on a vécu dans les Caraïbes, dans Martinique, donc tous des oui. endroits francophones. Oui. Donc, c'était présent. C'était comme si il fallait réveiller quelque chose qui était très ancien dans mon cerveau. Oui, oui. Dans mon adolescence. Et puis après, mais maintenant, je sens que le français, c'est presque plus, je suis presque plus à l'aise des fois en français qu'en allemand, tu vois, après tant d'années. Bien que ma langue maternelle, c'est l'allemand, mais j'ai lu tellement de livres en français, j'ai eu une éducation, je suis allée à l'école, à l'université, tout ça. Donc, du coup, petit à petit, une langue étrangère devient presque plus, je suis presque plus à l'aise en français des fois qu'en allemand. Ah, c'est très intéressant, mais culturellement, parce que pour moi, je souligne toujours l'importance d'une langue et de sa culture. C'est lié très étroitement. Donc, culturellement, tu te sens plutôt allemande ou française? Parce que les deux cultures sont différentes. Hein. Oui, très différentes. Je dirais que oui. Culturellement, je crois que je m'identifie ni à l'une ni à l'autre. Ah oui. Tu Parce que vois, tu as je beaucoup pense, voyagé aussi. Hein. oui, j'ai passé beaucoup de temps en Inde. Oui, aussi. Dans l'ensemble, si je mets tous mes différents séjours passés en Inde ensemble, j'ai passé peut-être 7, 8 ans de ma vie en Inde. Ah, ouais. Donc ça, c'est une grosse partie de ma vie. Donc, c'est vrai que culturellement, oui, j'apprécie la culture. Il y a certaines choses que j'apprécie vraiment culturellement en France. Et pareil avec l'Allemagne, il y a des choses que je trouve vraiment chouettes et que j'ai une résonance avec cette culture-là. Mais je pourrais pas dire que j'appartiens à l'un ou à l'autre. Tu vois, je suis trop en dehors d'une culture. Oui, oui, je comprends, je comprends. Mais tu as souligné des choses importantes. C'est que d'abord pour le français, donc il y a eu ce blocage et c'est vrai que les blocages psychologiques peuvent être un frein dans l'acquisition d'une langue. Moi aussi, pour l'allemand, j'avais un blocage, mais c'était plutôt par rapport aux histoires de mes grands-parents sur la guerre. Et d'une Absolument, oui. certaine manière, j'avais cet a priori, les Allemands, ce sont les méchants. Oui. Oui, Et donc, oui. je n'aimais pas les cours d'allemand à l'école.
Mais maintenant que j'ai vécu en Allemagne et j'ai appris à connaître la culture allemande et les Allemands, j'apprécie. Maintenant, je voudrais vraiment apprendre l'allemand. Donc, il y a les blocages et puis il y a, comme tu as dit, pendant 6 mois, tu as écouté le français et tout à coup, hop, c'est sorti. C'est l'importance de l'input. Oui, Ouais. C'est vraiment par l'oreille. Comme tu dis, oui, on a les blocages, ça peut être aussi lié aux croyances qu'on reçoit des personnes autour de nous. Mais oui, vraiment, en fait, c'est comme si une langue, elle a une certaine, pour moi, parce que je me rappelle ce que je faisais quand j'étais toute seule. Il n'y avait personne, ni ma mère, ni personne. Alors, j'imitais presque la mélodie du français. Donc, je parlais sans dire, parce que je ne connaissais pas, mais je faisais presque, tu sais, le français, il a une certaine mimique aussi. Oui. Tu sais, par exemple, lever les épaules, c'est typiquement français. Ou comme l'italien, les Italiens, ils parlent tellement avec les mains. Donc, il y a une certaine une gestuelle. Il y a aussi un mouvement de la bouche qui est très, par exemple, en français, il y a beaucoup de mouvements comme ça. Oui. Donc, des fois, je m'amuse quand je suis loin de personnes, que j'arrive pas à écouter leur langue, mais je regarde leur bouche, comment elle bouge, de deviner quelle langue ils parlent. Oui. Parce que l'anglais ou l'allemand, c'est pas du tout le même mouvement. Donc, il y a le côté physique d'une langue, de la gestuelle. Mais après, voilà ce que je faisais. Je parlais comme si je parlais français, mais sans rien dire. C'était juste une sorte d'imitation de ce que j'écoutais. Comme une mélodie, comme une chanson qu'on répète, tu vois. C'est un très bon... C'est une bonne technique, je pense. Parce que c'est vrai que chaque langue, comme tu dis, a sa propre mélodie. Oui. Et ses rythmes. Oui. Et c'est les choses où ça ralentit, des choses où c'est plus rapide, et ses intonations, tout ça. Donc ça, je le faisais. Ah, très bien. Alors maintenant, je voudrais parler du yoga aussi. Parce que c'est important. C'est important parce que aussi, moi, j'utilise des techniques de yoga, de respiration pour aider mes élèves à se relaxer, justement pour éviter les blocages et les frustrations. Et parce que quand on commence à apprendre une langue, on peut se sentir nerveux et stressé de devoir parler. Et donc, toi, à la retraite où nous sommes allés, nous avons fait un certain type de yoga. Et après, l'été dernier, j'ai fait encore des sessions avec toi en ligne pour ne pas être trop tendu. Du coup, pour éviter les maux de tête, c'était très, très intéressant, mais c'était une technique différente de yoga. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi tu as évolué, comment tu as changé, aussi comment tu as découvert le yoga? Oui. Merci pour cette question. Alors, c'est en effet, c'est un long cheminement que j'ai fait, une longue. C'est-à-dire quand nous on s'est rencontrés, j'étais à un certain point et avant ça, il y avait déjà eu tout un cheminement. Donc peut-être je commence au début, peut-être c'est le plus simple. Donc j'ai commencé le yoga quand j'avais 18 ans. Et à l'époque, j'étais étudiante aux Beaux-Arts à Strasbourg. Et donc j'avais commencé le yoga, j'avais des copines qui en faisaient. À l'époque, c'était vraiment pas du tout, il n'y avait pas beaucoup de yoga, c'était pas à la mode, c'était pas que tout le monde en faisait. Il y avait un centre de yoga dans toute la ville
Et, et c'était là-bas que j'avais ces deux copines qui y allaient. Et donc, à un moment donné, j'avais toujours eu envie d'apprendre. Mais j'avais même avant ça acheté un livre. Je voulais l'apprendre avec le livre, mais j'avais essayé un petit peu, mais je n'étais pas sûre. Donc, finalement, j'ai pris un cours. Et donc, au début, c'était un certain type de yoga. Donc, c'était du yoga Iyengar que je faisais à l'époque. Donc, c'est un yoga qui est très basé sur l'alignement, sur les. Ouais. C'est très, on va dire, c'est très scientifique. Et je pense que c'est un yoga qui, à l'époque, d'abord, ça, c'était un choc. Le premier cours où j'étais allée, je me suis dit, non, mais c'est quoi ça? Moi, je m'attendais à la relaxation, une voix douce. Je m'attendais à flotter, tu sais. On a une image de ce que ça va être si on n'a jamais fait. Et là, on était là, étirés, regardez là, faites ça, faites ça. Elle nous donnait toutes ces instructions. Et moi, j'étais complètement dépassée par toutes ces instructions. J'avais jamais rien fait de physique vraiment de ma vie. Donc, c'était un choc énorme. Et pourtant, quand je suis sortie du cours, à la fin, qu'il y a quand même une relaxation à la fin et que tu es complètement épuisée parce que tu t'es concentrée tellement que il y avait une relaxation et je me rappelle sortir du cours vraiment avec un ressenti différent. Donc, très vite, j'ai commencé à faire beaucoup de cours, à aller très régulièrement, c'était vraiment, et ça commençait à changer toute ma vie, en fait, très, très rapidement. Un peu toutes les choses qui étaient importantes avant, ils étaient plus importants, donc c'était une transformation assez rapide. Et après, dans ma deuxième année, là-bas, j'ai décidé, je veux aller en Inde. Je veux découvrir le pays où le yoga, il a été... Il est né. Il est né et tout ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée en Inde. Et bizarrement, là-bas, à l'époque, le yoga, le hatha yoga, enfin, postural, il était aussi pas très répandu. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles, pas beaucoup d'endroits pour apprendre. Mais pourtant, Iyengar avait une école. Enfin, il a une école, n'est-ce pas? Il a un centre. Oui. Mais c'était ce centre-là, pour y aller, c'était à l'époque. Alors, je m'étais intéressée pour aller là-bas. Je voulais faire, mais il fallait il y avait une liste d'attente, il fallait s'inscrire. Et cette liste d'attente, elle était entre 5 et 7 ans. Ah oui, d'accord. Et avant d'arriver, il fallait déjà avoir une recommandation de ton prof, que tu avais déjà fait le yoga avec ce prof pendant au moins 5-6 ans. Ah oui. Donc, il fallait déjà être il fallait avoir un niveau. Donc, et à l'époque, quand tu as 20 ans, donc tu as 18, à l'époque, j'avais 20 ans. De te projeter dans 8 ans ou 12 ans à l'avance, ça paraît une éternité. Tu te dis, mais là, à 30 ans, c'est... Donc, j'avais laissé tomber complètement. Je me suis dit, bon, la Iyengar, je laisse tomber. Je vais pas y aller. Mais je voulais quand même aller en Inde, donc j'ai voyagé, j'ai fait plein d'autres choses. Finalement, c'était mon premier voyage. Je suis restée 1 an et demi et j'ai fait un apprentissage de plein de choses. J'ai appris les massages ayurvédiques. Je me suis intéressée à l'ayurveda. J'ai fait la danse, la musique. J'ai visité plein d'ashrams. Donc, ça, il y a bien sûr en Inde beaucoup de spiritualité, beaucoup de lieux, de pratiques. Mais le yoga, pour trouver un bon prof, c'était dur à l'époque. En Inde, on ne trouvait pas. On ne trouvait pas vraiment. Il y avait quelques centres avec des choses très spécifiques, comme le Iyengar. Il y avait le centre Ashtanga aussi. Oui. Il y avait à Rishikesh, il y avait quelques centres yoga, mais ce n'était pas très sérieux. Pour moi, ça ne me paraissait pas sérieux. Parce que j'avais cette... Je pensais que le Iyengar, c'était le yoga à faire. Donc, les autres choses me paraissaient un peu vagues, un peu... Voilà, donc finalement, j'ai fait d'autres choses.
Mais pourtant, le yoga en Inde, c'est plus Ah pour oui, se préparer à prier, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris. Hmm. ça dépend. Et le yoga, tu vois, le yoga, et ça veut dire, il y a différents chemins de yoga. Il y a D'accord. il y a le chemin, par exemple, il y a le Bhakti Yoga, c'est le yoga de la dévotion. Donc, les Bhakti Yogis, ils font beaucoup de chants, Ah, pour d'accord. eux, leur pratique, c'est de chanter, prier Hmm. et éventuellement, donc, il y a très peu de postures. Hmm. Après, il y a le Karma Yoga, c'est le yoga de l'action. Hmm. Donc, c'est un yoga, on peut dire que la mère Thérèse, elle était une karma yogi. Donc, elle, c'est son Ah, yoga, on peut dire qu'elle était d'accord. une yogini, mais c'était un yoga de l'action, de comment aider les autres, hein, comment. Ah, Donc, d'accord. en fait, dans le yoga, il y a différentes branches. Et le hatha yoga, Hmm. le yoga qui implique une pratique posturale, en fait, c'est juste une branche. Donc, en Inde, tu rencontres un peu tout. C'est Oui, comme. mais c'est Et le c'est hatha yoga, connecté à la spiritualité, n'est-ce pas? Quand même. oui, oui, Ouais. oui, 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 Parce qu'en absolument. Occident, on l'a changé en fait. Ce n'est plus connecté vraiment à la spiritualité. C'est pour faire de l'exercice physique, Oui, n'est-ce pas? des fois, oui, oui, oui. Des Mm. fois, c'est à quoi on arrive. Ouais. Donc, ça dépend comment, en fait, comment on le pratique, avec Mm. quelle intention. Et Ouais. donc, oui. Donc Des fois, ouais, mm. Je je, voulais dire, donc tu as commencé avec tu ne trouvais pas en fait de professeur en Inde. non, non. Et à l'époque, en fait, j'ai très bien compris que ce que j'avais connu en tant que yoga dans mes cours avec ma prof à l'époque à Strasbourg, c'est pas ce que j'allais trouver en Inde. En Mm. Inde, j'ai trouvé, voilà, j'ai visité les ashrams, je me suis intéressée à la méditation, euh, mais aussi à la culture. C'était une façon de s'imprégner aussi d'une culture. Mm. La culture indienne qui, oui, et qui est remplie de spiritualité. Et je veux dire, l'Inde, c'est partout. C'est Mm. un peu, il y a le sacré partout, dans toutes les Mm. choses. Donc, et c'est aussi en fait, l'Inde, elle est très multiculturelle parce que Ouais. tu vois, tu as les bouddhistes, il y a les hindous, les musulmans, il y a toutes les différentes religions Mm. les cultures et pratiques qui se mélangent. Mm. Ils sont souvent, les personnes, ils sont voisins, ils sont, il Ouais. y a un peu de tout. Et en Inde, c'est pas du tout un problème, en fait, les différentes, Mm. enfin, souvent, les personnes vivent dans leur communauté, mais c'est un peu ce qu'on rencontre en Inde, c'est une espèce de mélange de tout, Mm. où la diversité, elle est complètement acceptable, fait partie de la vie. C'est pas serré tu vois, Mm. Ouais. oui, Enfin, il y a quand même les castes qui séparent, n'est-ce pas? Tu as vu les ça, les castes, oui, castes? Ouais. oui, pour les hindous. Mais Mm. il n'y a pas que les hindous. Ouais, d'accord. Il y a pas il y a Ouais. aussi les Jains, Oui, oui, il y a oui. beaucoup de musulmans qui vivent, il y a des chrétiens Ouais, qui vivent, et il y a donc, ils sont ouais. tous mélangés. Mm. Oui, le système de caste, il est là et il est encore, c'est un système qui est très, très vieux, donc c'est très enraciné Mm. dans la culture indienne, mais c'est Mm. aussi quelque chose qui change. Enfin, c'est plus Mm. aussi serré comme c'était peut-être il y a Ouais. très longtemps.
Mais pour revenir au Hatha Oui. Yoga, donc la pratique qui implique une pratique posturale, c'est pas très ancien, c'est pas aussi ancien qu'on le pense. Ah, C'est une pratique qui était presque perdue et qui a retrouvé une espèce de nouveau. Il y a eu quelques maîtres de yoga qui ont allumé le feu de cette pratique parce qu'elle était quasiment perdue. ah. Parce que l'Inde, c'est un pays qui a été colonisé, donc beaucoup de choses qui étaient Ah, bien. coloniales, Colonisé. colonisé, colonisé. Donc, il a aussi perdu des choses qui étaient anciennes, certaines pratiques étaient presque perdues Ouais, avec, ouais, je avec ça. comprends. Ah, d'accord. Donc Donc voilà, Hmm. donc moi, il y a eu toute cette partie d'un peu, j'avais une certaine idée fixe de ce qui était le yoga, et puis je suis arrivée en Inde, et puis d'un coup, waouh, il y a toutes ces différentes possibilités. Et la danse, c'est une forme de yoga aussi en Inde, c'est aussi une danse sacrée, qui est une danse spirituelle. Donc je me suis aussi beaucoup intéressée à la danse. Et pendant très longtemps, je n'arrivais pas à me décider si je voulais vraiment continuer la danse ou le yoga. Donc, c'était ces deux choses que j'ai explorées, que j'ai fait différents apprentissages. Et puis, finalement, je me suis vraiment décidée pour le yoga à un moment donné, après quelques années d'exploration. Et, et puis, je suis retournée vers le Iyengar et je suis restée avec le Iyengar encore pendant plusieurs années. Et c'est-à-dire, c'était un peu ma base et j'ai commencé à enseigner. Donc, finalement, en Inde, j'ai fini par rencontrer plusieurs années. Ça, du début de ça à l'époque, c'était peut-être 6-7 ans après. Donc, quand j'ai fait ma première teacher training, comme on dit en Ah français, oui. mon premier Ton premier stage de formation voilà, en tant stage que de formation. professeur de yoga, ouais. Voilà, ça c'était plusieurs années après. Et à l'époque, voilà, il y avait déjà beaucoup plus de centres de yoga qui s'étaient ouverts. Ça commençait à bouger un peu plus, donc ça s'était ouvert. C'était plus aussi rigide. Donc j'ai pu faire une formation. Après, j'ai commencé à enseigner dans ce centre. J'ai vécu pendant 4 ans en Inde et j'ai enseigné en Inde le yoga. Et là, j'avais exactement c'était une technique qui était très précise. Il y avait un certain enchaînement de postures. Donc, quelque part, tout était très, très organisé. Et il y a eu un moment, à peu près, oui, ma 4e année d'enseigner, peut-être déjà avant, je commençais à questionner. Je commençais à sentir que la magie de ce que j'avais rencontré avec le yoga au début, en étant débutante, quelque part, cette magie, je ne la vivais pas en tant que, ni dans ma pratique, bien que je faisais le yoga tous les jours et j'étais très, très disciplinée, je faisais 3 heures de yoga, j'enseignais pendant 3 heures, j'étais vraiment là-dedans tout le temps. Mais je sentais qu'il y a quelque chose de la magie du débutant que j'avais pas, qui n'était pas présente. Donc là, j'ai commencé à chercher d'autres chemins, d'autres approches. Donc j'avais besoin de me rouvrir vers d'autres horizons. Ouais. Pour redécouvrir presque ce que j'avais ressenti au début. Mais quelque part, tu vois, des fois, quand on veut devenir vraiment, je pense que c'est le problème avec les profs. Quand on veut enseigner quelque chose,
on veut le faire à la perfection Ouais. pour vraiment se sentir à la hauteur de ce rôle de transmettre. Ouais. Et dans cette recherche de perfection, je me suis un peu perdue. En fait, j'ai perdu un peu l'essence qui était présente déjà tout au début. Donc, je pense que j'étais devenue trop sérieuse, trop rigide quelque part. Donc, après, je me suis ouverte et après, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai trouvé d'autres approches et qui ont commencé à me nourrir. Et à partir de ce moment-là, donc après j'ai quitté l'Inde, je suis allée vivre au Maroc. J'ai commencé à enseigner les retraites de yoga et là il y avait plus cette structure, le centre de yoga ou il y avait plus, je m'attachais plus à une lignée de yoga. Parce que c'est aussi ça, si tu es dans la continuité d'une lignée, tu te dois de représenter toute la lignée. Donc, tu peux pas faire ton truc. Tu continues la lignée en ajoutant peut-être un peu un certain goût personnel ou une certaine texture ou une certaine voix, mais tu restes dans la lignée. Alors que là, finalement, ce que j'ai fait, j'ai commencé à me libérer de tout ça et à laisser d'autres choses me nourrir. Et donc ça continue à nourrir mon enseignement. C'est passionnant, je trouve, parce que tu soulèves des points qui ne sont pas seulement reliés à ton expérience du yoga, ce sont des points philosophiques de la vie, en fait. Quand tu veux essayer d'atteindre la perfection, tu peux devenir, trop rigide, et ne plus apprécier, en fait, ce que tu fais. C'est vrai. Oui. Oui, et je pense avec le yoga, parce qu'on fait avec le yoga postural, il y a ce côté, au début, quand tu as jamais fait quelque chose, il y a une espèce d'innocence de la découverte. Oui. Il y a l'innocence de la découverte qui fait que tu es très ouvert et tu es très présent avec ce que tu fais, donc les sensations nouvelles dans le corps, les sensations, oh, j'ai jamais senti ça, un mouvement comme ça. Donc, on est dans une espèce d'émerveillement. Oui. Et c'est ça la magie. C'est la magie. Mais une fois que tu commences à faire le même mouvement tous les jours, tu as une répétition qui fait que à un moment donné, tu fais les choses automatiquement et tu te dis, ah, si je vais encore un peu plus loin, je vais arriver à faire cette posture encore mieux, par exemple. Et donc là, on perd toute la magie parce que d'un coup, on ne fait plus la pratique dans une espèce de découverte, mais on est dans la répétition, on fait les choses mécaniquement. Et on fait les choses, donc on n'est plus aussi présent qu'au début. Et on a un but qu'on veut atteindre. Donc on n'est plus dans ce qui se passe maintenant. Donc on veut atteindre, je ne sais pas si on a dans la tête, je veux faire la posture sur ma tête. Et ça devient le but. Donc on perd, c'est si facile de perdre. Je pense que beaucoup de ce que j'ai dû apprendre, c'est de retrouver l'innocence et l'esprit de découverte qu'on a naturellement quand on est débutant de toute chose, n'importe quelle chose qu'on fait pour la première fois. On a un avantage. Et souvent, on pense qu'on a un désavantage parce qu'on débute. On commence quelque chose et on pense que il faut que je sois plus avancée et quand je serai plus avancée, je vais y arriver. Alors que non, en fait, le début des choses, ils détiennent un peu le secret d'être présent et
et d'être. Donc, ce que je fais maintenant à l'heure actuelle, c'est vraiment je fais pas des choses de routine. Donc, il y a certaines choses, certains éléments qui vont se répéter. Oui. Donc, la répétition, elle est importante, mais il y a une espèce de fluidité de comment les choses vont se joindre. Donc, le moment présent, il va toujours laisser. Je vais chercher à essayer de laisser le moment présent se dévoiler, de comment il veut comment la posture, comment je peux accéder à cette posture. Donc, souvent, je fais des choses, j'essaie de faire autrement que j'ai jamais fait, juste pour essayer de rester dans la découverte du corps. Parce que c'est un peu ça, on découvre, on se redécouvre. D'accord. Pour réhabiter le corps. Parce que ce qui se passe, on est souvent dans le mental, on est un peu en dehors de notre corps, on vit dans nos idées, dans nos concepts, on vit dans nos projets, dans le futur, on se projette dans le futur, on rumine un peu sur le passé. Et donc tout ça, c'est fait qu'on n'est pas vraiment présent avec notre corps, il est toujours ici et maintenant. Il est toujours là. Ouais. Mais on doit pouvoir reprendre contact. Et c'est ça pour moi en ce moment, ce que j'enseigne et ce que j'essaie de pratiquer aussi le plus. Ouais, c'est fascinant parce que je pense qu'on peut aussi le relier à l'acquisition d'une langue, c'est-à-dire on se projette, on a un objectif et on ne pense qu'à cet objectif. Je veux vouloir parler couramment la langue au lieu d'apprécier la découverte de la langue, le moment présent. En fait, on peut l'appliquer à beaucoup de choses dans la vie. Absolument, oui. Je vois maintenant aussi, parce que mon fils, il apprend à parler, il a 2 ans, donc il est dans l'apprentissage de communiquer et de les langues. Donc, il y a une espèce de joie de répéter un mot. Oui. Il va le répéter beaucoup de fois parce qu'il vient juste de le découvrir. Oui. Et des fois, il m'étonne vraiment parce qu'il sort des mots, je ne sais pas où il les a appris, mais par exemple, des fois, nous, on ne parle pas grec avec lui parce que maintenant, on est en Grèce, mais des fois, il dit un mot, il a juste entendu un enfant dire ce mot une fois et il le répète. Donc, c'est la répétition. Et c'est une espèce de joie à utiliser, à la découverte des sons et de les répéter. Et voilà, et si on peut être comme ça, je pense que c'est très facile. Oui, en fait, il faut redécouvrir la joie de l'enfance, du petit enfant qui découvre le monde. Qui découvre le monde, oui. Il faut retourner à cette joie en tant qu'adulte. À cette joie en tant qu'adulte et aussi à l'innocence. Oui, à l'innocence. Parce que c'est ça, je pense que ce que tu as dit, c'est très juste. On veut parler couramment. Souvent, c'est ce qui m'a bloquée avec les langues. Je me disais, avant de pouvoir parler, il faut que ce soit parfait. C'était à nouveau cette idée de perfection. Oui. Mais on peut pas, il faut se lancer. Quelque part, il faut se lancer. Ouais. Mais c'est pas évident parce qu'on se dit je vais être ridicule parce que je dis ça pas juste. Donc on a beaucoup on peut être on peut avoir de l'appréhension et vraiment je connais ça très bien. Je connais ça très bien ce sentiment. Je pense je l'ai
eu avec toutes les langues que j'ai acquises, Ouais. un peu. Et donc, quelque part, mais si on peut, comme les exercices que je faisais quand j'avais 14 ans, que je parlais comme si je parle, bref, oui, comme si je parlais français. Quelque part, ça, c'était retrouver l'enfant. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai aussi eu cette appréhension avec le yoga au départ, parce qu'au départ, j'avais peur Oui, justement de faire du yoga parce que pour moi, le yoga, c'était être souple, être flexible. Et on m'a absolument, toujours oui. dit, enfin moi, j'ai toujours pensé, j'étais nulle à la gym à l'école, Oui, oui, oui. et j'ai toujours pensé que je n'étais pas du tout souple. Donc Ah oui, j'avais cette appréhension et grâce à toi en particulier, j'ai découvert que non, ce n'est pas ça l'objectif. oui, L'objectif, ce n'est pas oui. de toucher ses pieds, par exemple, quand on se baisse. Voilà, C'est pas voilà. ça. Ah oui, exactement, oui. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment C'est, une. Oui. ouais. Oui, comme tu dis, on a quand cette appréhension pour le yoga, c'est très, très souvent, j'entends ça, qu'on se dit, ah, mais je suis pas souple, je vais pas pouvoir faire, Mm. me mettre en bretzel et Oui. là, je vais pas pouvoir, je vais être nulle à ça. Et, euh, et ça, en fait, c'est parce qu'on a une image, on a l'image du yogi qui est dans une certaine posture compliquée, étirée à fond. Et, euh, et finalement, ça n'a pas du tout d'importance, la posture ou la souplesse. Mm. Pas du tout, parce que finalement, moi, personnellement, j'ai vu des personnes qui sont très, très souples, mais qui avaient beaucoup de mal Mm. à être dans leur corps. Mm. Donc, ils peuvent peut-être faire les postures, mais en fait, de se ressentir Mm. à l'intérieur de ce qui se passe dans le mouvement ou euh, dans la pratique, ça peut être très, très difficile pour quelqu'un Ouais. qui est très souple. Mm. Alors moi j'ai vu aussi des personnes qui sont très, très rigides dans leur corps, qui ont des muscles très forts mais qui ont une intensité de présence dans la Mm. pratique qui est beaucoup. Donc, finalement, ce truc et c'est en fait ce que ça semble de l'extérieur, ce n'est pas ce que c'est de l'intérieur. Ouais. Et souvent, avec les langues, c'est peut-être la même chose. Ouais. Et Mhm. souvent, on peut être étonné par, par ce qu'on découvre à Mm. travers l'apprentissage d'une langue. Mm. Par exemple, avec l'italien, j'avais pareil, j'ai vécu à l'époque quand on s'est rencontrés, je vivais en Oui. Italie et j'avais pas ça venait pas. Bien que l'italien c'est un peu facile, si tu parles Oui. déjà le français, ça ressemble, mais j'avais pas le déclic. Et puis après un an à vivre en Italie, on est retourné au Maroc. Il y avait les parents de mon compagnon qui sont italiens, qui vraiment, ils ne parlent rien d'autre que italien finalement. Ils sont venus nous voir en Maroc. Et là, d'un coup, parce que j'étais plus en Italie, j'étais au Maroc, donc Ah personne. ouais. Alors, si je parlais n'importe comment, on s'en fout parce qu'il n'y avait plus la pression, parce qu'on est au Maroc. Donc, l'italien que j'ai, ça suffit. Donc, j'ai commencé à parler et d'un coup, l'italien, ça a commencé à couler. Ah, À nouveau, intéressant. tu vois, alors que Ouais. tant que j'étais en Italie, je suis entourée d'Italiens. Si je dis quelque chose, je vais être ridicule. Tu Ah, vois, alors que finalement, j'ai lâché prise. Et c'est aussi, il faut du lâcher prise. oui. Et pour Très moi, bien. souvent, c'est un processus où je lâche pas prise du tout. Hein. Pendant un an, je te dis, j'ai vécu en Italie. J'ai pas pu. J'ai pas réussi mais j'ai écouté, j'ai Oui, moi entendu. aussi.
laisser exactement. imprégner. Mm. Donc, je pense que ça aide beaucoup d'écouter les chansons dans cette langue, de regarder des films dans cette Ouais, langue qu'on veut acquérir. ouais, De se laisser juste, oui, de se laisser imprégner ouais, sans, sans pression de ouais. devoir. Sans chercher à vouloir mémoriser du Voilà, voilà. vocabulaire ou à vouloir Ouais. apprendre des règles de grammaire, Mm. juste se laisser imprégner. Tu as raison. Ah, voilà. Ouais, ouais. Ouais. C'est parfait pour terminer cette conversation qui est passionnante. On pourrait encore continuer, je pense, Laïla, à Oui. parler des heures et des heures, hein, parce que c'est vraiment Oui. captivant. Je mettais dans les commentaires ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent si vous pratiquez aussi le yoga, quelle sorte de yoga vous pratiquez. Et si vous connaissez d'autres langues comme l'Aïla, l'italien, le grec, mettez-le dans les commentaires, partagez vos expériences. Mm. Je pense que oui, il y a vraiment tellement de connexions à faire entre le yoga, l'acquisition des langues, c'est passionnant. Et je voulais terminer, Laïla, par est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu voudrais recommander? Je sais que tu nous avais recommandé quand on a fait les sessions en ligne Mhm. sur le cou et la tête et les Mhm. épaules. Tu nous avais recommandé un livre que j'ai commencé à lire qui est passionnant, mais c'est en anglais. C'est de Body Keeps the Score. Oui, absolument, oui. Et c'est un livre qui parle aussi de la psychologie, enfin de ce qui se passe dans notre cerveau, en fait. Ah oui, Parce que oui, notre oui. cerveau peut faire tellement de choses, n'est-ce pas? Et notre Ah, cerveau ah. est incroyable. Absolument, oui. The Et Body Keeps the Score, oui, ça ouais, c'est un, je sais pas en français maintenant comment il y a peut-être une oui, traduction, moi je le lis en peut-être, anglais. ah oui, peut-être il y a une Mm. traduction. Donc ça c'est un très très bon livre. Euh, un livre par rapport au yoga ou par rapport N'importe quel livre qui t'a marqué. mhm, Euh, mhm. Ça peut être par rapport au yoga ou ça peut être un Ah oui. roman. Ok. Ouais, il y en a tellement des livres. Oui, alors par rapport, je vais en choisir un que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui à l'époque, quand j'étais très dans ma structure, très du yoga et que je cherchais à m'ouvrir à nouveau sur, donc à cette période précise, ce livre-là, il était rentré dans ma vie. Ah, Donc c'est une Italienne qui l'a écrit, elle s'appelle Vanda Scaravelli. ah oui, je me souviens, Ouais. tu avais publié des photos d'elle. Elle est âgée, je ne sais pas si elle est encore vivante. Oui, non, elle est Elle plus était vivante, très mais âgée. oui, 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 elle était très âgée à l'époque Ah, déjà, elle est mais décédée. elle est décédée, oui, oui. Ah, mhm, Donc, je l'ai pas rencontrée, elle, mais j'ai rencontré à l'époque plusieurs de ses élèves. mhm. Et donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Awakening of the Spine en Ah, anglais. ouais. Donc, en français, il faudrait que je regarde, mais c'est un Le, livre, le réveil de la colonne vertébrale. ah oui, faut que je regarde s'il a été traduit. Donc, celui-là, pour le yoga, ça, c'est un livre magnifique qui parle beaucoup de la philosophie du yoga, un peu des choses Mhm. dont on a parlé dans cette conversation. Donc, ce livre-là. C'est une Après, un femme classique. formidable, hein, Ah exceptionnelle. oui, À exceptionnel, l'âge oui, de oui. 90 ans où elle continuait à faire du yoga. Enfin, Oui, et ouais. justement, elle a une histoire très particulière parce que le yoga est venu à elle parce elle a vécu
Ils avaient une maison où ils invitaient beaucoup d'artistes à l'époque. Et donc, il y avait des yogis qui venaient chez elle, dont B.K.S. Iyengar. Donc, elle a eu des cours particuliers avec B.K.S. Iyengar à l'époque. Et elle avait déjà 40 ans. Donc, elle a commencé le yoga à 40 ans. Ah oui. Donc, très tard. Ouais. Et c'était à l'époque, ça l'avait beaucoup touchée. Donc, après, elle a continué sa pratique. Elle a eu une amitié très forte avec Krishnamurti, qui est un professeur de spiritualité en Inde. Et donc, ça aussi, ça a beaucoup influencé sa pratique. Donc, ce livre-là, mais tu voulais un livre qui est en français? Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'essaye de... C'est juste un livre qui t'a marqué pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Peut-être qu'il y a une traduction d'ailleurs, parce que comme c'était une italienne, il y a sûrement une traduction, mais je trouve que la lecture est tellement importante de nos jours, donc j'aime recommander des lectures dans n'importe quelle langue. Parce que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent viennent de partout dans le monde. Donc, ce n'est pas un problème. D'accord, très bien. Et je voudrais aussi dire pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, que tu donnes donc des cours de yoga en ce moment en ligne, n'est-ce pas, sur Zoom? Absolument, oui. Et je vais mettre le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Tu vas aussi donner des retraites dans le futur. Donc, participer à ces retraites. Je vais mettre le lien dans la description. Et je crois qu'on peut maintenant aussi regarder tes cours juste. Si on ne peut pas assister à tes cours en ligne, on peut aussi les regarder, les vidéos. On peut acheter les vidéos. En fait, oui, j'ai maintenant une page sur Patreon. Oui. Donc ça, c'est une page où il y a différentes possibilités de membership. Donc là, c'est un mot que je ne connais pas en français. D'abonnement. Voilà, il y a différents abonnements. Donc, et là, on peut regarder et suivre les cours qui sont enregistrés. Donc, des fois, parce que les cours sur Zoom, des fois, on n'a pas l'horaire, il ne convient pas. Donc, j'ai fait ça. Oui. Là, il y a toute une librairie, toute une bibliothèque, de bibliothèque de vidéos de différents thèmes. Donc, en général, il y a toujours un thème de chaque cours. Donc, on peut avoir accès à mes cours-là aussi à travers la page Patreon. Donc, peut-être je t'enverrai le lien aussi. Oui, parce que je vais le mettre dans la description et je recommande chaudement ces classes avec toi parce qu'elles sont très spéciales, très particulières. C'est vraiment justement une découverte de soi. Après, on se sent vraiment, après les sessions qu'on avait fait pour se relaxer, pour se détendre le cou et les épaules. Après, je me sentais vraiment vidée en fait, mais bien, dans un bon sens. Dans un bon sens, mais, parce qu'on vit dans une période un peu particulière aussi, un peu stressante, et je me sentais vidée de stress, je me sentais mieux. Oui. Donc, allez voir dans la description les liens pour accéder aux cours on dit des cours ou on dit pour le yoga, qu'est-ce qu'on peut dire? Des pratiques, Oui, des pratiques, des sessions, oui. Des sessions de yoga, des séances de yoga avec Laila. Séance. Je crois que séance, c'est le bon mot. Merci Alice pour cette invitation. C'était un plaisir de parler avec toi, de passer ce moment.
C'était un très grand plaisir parce que j'ai appris beaucoup de choses et c'était vraiment passionnant. Donc, merci. Et à bientôt, la communauté. À bientôt, Laïla. À bientôt.